la crise du logement, l'impasse. C'est moi qui ai donné ce titre, hein, c'est pas le titre du tout de l'article et du dossier de Ouest France que j'ai lu. En fait, Ouest France, j'ai eu l'idée de parler de ça tout simplement parce que bien, j'ai récupéré l'Ouest France au McDo, donc de ce dimanche. Donc en 18 mois, le taux des crédits immobiliers ont quadruplé, mais le prix du mètre carré, lui, ne diminue pas. Globalement, c'est un peu ce qu'on peut retenir. Et du coup, le résultat, c'est que les emprunteurs ont bien du mal à trouver des banques pour financer leurs projets. Et quand c'est le cas, en fait, ils ont perdu entre 20 et 30% de pouvoir d'achat. Ça, on va en parler plus dans le détail. Et cette crise, en fait, elle touche les primo-accédants, évidemment. Mais pas que, elle touche aussi les acheteurs aisés. Ça, c'est ce que nous dit Ouest France. Et même, j'irai plus loin, et c'est là où on va en venir, ça touche aussi les locataires indirectement. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est rageant. On se dit qu'on ne deviendra jamais propriétaire, soupire Gwenaël, professeur des écoles de 36 ans. C'est en Bretagne, hein, Ouest France. Voilà. Elle et son mari Jimmy, professeur au collège à Carvin, Pas-de-Calais, partaient pourtant confiants dans leur recherche immobilière. Il y a deux ans, une simulation effectuée par leur banquier les informait qu'avec 4 000 € de revenus mensuels à deux, ou 2 000 chacun, ce qui est plus que le salaire chacun, le salaire médian français, hein, quand même, pour se faire une idée. Une simulation effectuée, donc cette simulation, sachant qu'ils n'avaient aucun crédit en cours et qu'ils étaient fonctionnaires, eh bien ils pouvaient prétendre emprunter 275 000 € sur 25 ans, malgré une absence d'apport. Mais à l'époque, les prix immobiliers dans leur région explosent, boostés par la crise du Covid. Ces parents de 2 enfants décident de remettre leur projet d'achat à plus tard, parce que bah oui, les prix ont monté, donc ils se sont dit on va attendre que ça baisse. Donc globalement, les prix de l'immobilier, ça monte toujours beaucoup plus vite que ça ne baisse. Et du coup, cette année, ils consultent à nouveau leur banquier, mais le discours n'est plus le même. Le banquier exige un apport de 20% minimum du montant total de l'achat. Déjà, ça vous sort tout le monde, sauf les héritiers du calcul. Et pour une maison à 200 000 €, eh bien, c'est quand même 40 000 € d'apport qu'on leur demande, 40 000 € qu'ils n'ont pas. Et 200 000 €, c'est le nouveau budget de maison sur lequel ils doivent tabler. Ils ne peuvent plus du tout viser des maisons qui coûtaient plus comme avant, en gros. Parce que oui, en fait, les taux sont passés de 1% il y a 18 mois à 3,8% en moyenne là, et même d'ailleurs, c'est une augmentation qui continue. Là, on a une nouvelle hausse et on a des prêts jusqu'à 5,8%, et il est peut-être même question qu'on dépasse les 5% de taux d'emprunt, en fait, d'ici la fin de l'année. Le taux d'emprunt est plafonné, en fait. Vous ne pouvez plus emprunter que sur 25 ans, déjà. Sur 27, avec des aménagements particuliers, si jamais vous décalez, comme moi j'ai dû faire, vos mensualités pour des raisons de rénovation, raisons exceptionnelles, blablabla. Et vous ne pouvez plus avoir que 35% de taux d'endettement maximum pour un achat, là où le loyer pèse souvent pour plus de 35% de l'enveloppe moyenne d'un Français. C'est-à-dire que les règles sont plus strictes pour l'achat qu'elles ne le sont pour la location. Je crois que, même d'ailleurs, pour certains ménages, étant donné que le reste à charge est beaucoup plus important parce que tu gagnes plus, en fait, on pourrait monter à 40-45 assez facilement. Cette règle-là, elle est un peu arbitraire. D'ailleurs, il est déjà question de revenir dessus, potentiellement. Donc l'objectif, c'est de protéger les emprunteurs, voilà, tout en évitant la situation où le taux d'usure deviendrait un facteur de rationnement de l'offre de crédit. Ça, c'est ce que dit Bercy. Donc en gros, l'idée de monter les taux d'intérêt, c'était de donner de l'air aux candidats à l'emprunt qui se retrouvent pris en étau entre le taux d'usure à l'origine conçu comme un bouclier contre les taux bancaires abusifs et les cris de taux de plus en plus élevés des établissements bancaires. D'accord. Après, mais la question, moi c'est ça que je me suis posé comme question, c'est mais dans quel historique on se met, dans quelle position on est actuellement? Parce que je me souviens de la crise économique de 2008, on parlait de la crise des subprimes, qui est une crise de l'immobilier. Moi, je me souviens que mes parents, voilà, mon père il me disait, mais à l'époque, on avait des taux démentiels, on s'en plaignait pas, tout allait très bien, etc. Alors certes, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on voit dans tout ça. Alors du coup, en reprenant l'historique, je me suis rendu compte qu'en fait, le passage à l'euro avait fait grimper effectivement les taux jusqu'à 7% pour un prêt de 20 ans. On était dans une période plutôt inflationniste au début de l'euro, ça ne vous a absolument pas échappé. Je pense qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque. Mais depuis, ensuite, il y a eu la crise immobilière du coup de 2008, et globalement, depuis cette période-là et surtout depuis 2011, du coup, il y a eu une baisse des taux, et il y a eu aussi une baisse des ventes. Et on est arrivé à des taux très bas depuis 2015. En gros, on est passé à 2,5, on est même descendu à 1,5 en 2019 par endroit. Donc on peut se dire, mais en fait, ça coûte beaucoup moins cher en fait aujourd'hui d'acheter de l'argent en fait, enfin de se faire prêter de l'argent. Il y a une deuxième donnée à prendre en considération. Donc ça, c'est une évolution du taux des crédits depuis 2001. Alors vous voyez les pourcentages. Le truc, c'est qu'en fait, ce graphique-là peut être mis en parallèle avec un autre, qui est l'évolution des prix de l'immobilier en France.
Ce qui fait que, en fait, pour avoir accès au même nombre de mètres carrés, en réalité, il faut un budget beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne le fallait à l'époque. Et en fait, le retour à un taux important n'est pas un retour à une situation qui était celle qu'ont connue nos parents, en fait. Parce que les prix de l'immobilier, en l'occurrence, ils n'ont pas trop tendance à baisser, ou très très peu. Donc, juste qu'on parle vite fait des taux, pourquoi est-ce que la BCE a augmenté les taux et du coup pourquoi en fait c'est plus cher aujourd'hui d'emprunter de l'argent, globalement. Alors en fait c'est très simple, hein, je vais vous sortir la logique néolibérale, la logique de la BCE en fait tout simplement, qui est de dire il faut monter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation parce qu'en limitant la capacité d'emprunt des ménages, on limite la création monétaire et comme on limite la création monétaire, on limite la quantité d'argent qui rentre dans le circuit et donc du coup on limite la dévaluation de la monnaie, ce qui est l'inflation en fait. Donc on réduit l'inflation. Et l'idée aussi est théoriquement de dissuader d'augmenter les prix ou d'augmenter les salaires, parce qu'en fait, comme il y a trop d'offres et plus assez de demandes, le pouvoir d'achat diminue et en fait, et donc du coup, les commerçants, l'économie des biens fait que le prix se stabilise et arrête d'augmenter, parce que les gens ne peuvent plus payer, donc il faut baisser les prix si jamais tu veux pas te retrouver avec un stock sur les bras, en mode offre et la demande équilibrée. Donc ça c'est une vision assez critiquée aujourd'hui par les économistes hétérodoxes, les non-libéraux, hein, parce que ça pénalise les plus pauvres, ça n'a aucun impact sur les gros capitaux. Et par ailleurs, ce sur quoi insistent beaucoup d'économistes, c'est que l'inflation est due pour des conséquences, en fait pour des choses qui se passent en dehors de notre espace économique, ou en tout cas actuellement, en tout cas à la marge de notre espace économique, par exemple l'Ukraine qui était très intégrée, et la Russie, très intégrée, notamment on en a parlé beaucoup ici, sur le commerce des métaux, le commerce du blé, etc. machin. Et donc on a eu effectivement à un moment une raréfaction de pas mal de denrées, avec pas un retour à la normale, mais en tout cas ça s'est normalisé, sauf que les prix eux se sont pas normalisés, et c'est comme ça qu'on a vu de nombreuses entreprises faire exploser leurs bénéfices. Alors par exemple au Canada, ils notent 30% en moyenne de bénéfices par action, moi j'ai regardé le CAC 40, c'est en moyenne 15% d'augmentation des bénéfices du CAC 40 là, juste sur l'année dernière. Donc l'article de West France, hein, que j'ai là par exemple, parle d'un couple dont la capacité d'emprunt est passée de 640 000 à 540 000 juste à cause de l'inflation et de l'augmentation du taux l'augmentation du prix du prêt. Et en moyenne, par rapport à il y a 2 ans, en moyenne, hein, les Français, quand ils achètent, ils peuvent acheter aujourd'hui 20 mètres carrés de moins qu'ils ne le pouvaient il y a 2 ans, à même budget. Et évidemment, c'est une moyenne, c'est-à-dire que moins vous avez de mètres carrés, et plus vous avez de mètres carrés en moins, parce que moins vous avez de mètres carrés, et plus le mètre carré est plus cher. Il y a eu des simulations qui ont été faites dans cet article, par exemple, en ville, pour un célibataire percevant 2200 € net sans apport, ce qui est... tu gagnes là quand même plus que 60% des Français à peu près. L'enveloppe est passée en 18 mois de 170 000 à 120 000 pour un achat. Perte de 30% de pouvoir d'achat environ. Ce qui fait que tu passes d'un 2 pièces à 1 pièce, quoi, globalement en ville. Pour un couple jeune qui a 4200 € net, donc c'est 2 fois 2100 € net, l'enveloppe elle passe de 195 à 135 000 environ. Pareil, c'est une chute assez drastique, c'est quasiment 30%. Globalement, ce qui reste sur le marché accessible à ces couples-là, c'est terrible, mais ou ces couples ou ces personnes d'ailleurs, mais là, si jamais vous êtes une personne, c'est vraiment RIP de chez RIP, hein, faut vraiment être à 2 maintenant pour acheter, acheter seul, là, ça devient quasiment impossible. Les seuls biens qui restent accessibles sont des passoires thermiques. Elles sont inlouables ou très peu louables, difficilement louables. C'est pour ça qu'elles se retrouvent sur le marché de la vente et pas sur le marché du locatif. Avec des prix à la rénovation qui sont très importants. Donc en fait, c'est des maisons pièges quelque part qui se retrouvent à la vente. Les biens sur lesquels vous pourriez vous reporter, c'est un peu des maisons pièges. Donc c'est terrible. Et en moyenne, actuellement, là, aujourd'hui, hein, au moment où on parle, il faut à peu près, en termes d'apport aujourd'hui, d'exiger par la banque 100 000 € à Paris et 60 000 € en région. C'est juste impossible pour la plupart des gens, sauf si vous héritez, sauf si vous êtes riche de base. Ce qui vraiment vous laisse dans une situation vraiment merdique. L'autre impact, c'est l'impact sur la location directement, parce qu'en fait, c'est un truc très bête. Normalement, chaque année, vous avez toute une partie des gens qui quittent le marché locatif pour acheter et devenir propriétaires de leur résidence principale. Ces gens-là, aujourd'hui, ne peuvent plus le faire, parce que, notamment les primo-accédants, parce qu'ils ne peuvent plus acheter. En fait, acheter coûte trop cher, et donc ils se disent, soit par choix, soit par contrainte, on est obligé d'acheter plus tard, donc soit on loue autre chose, si je déménage je loue, soit je reste dans mon appartement actuellement et je le garde le plus de temps possible en attendant de pouvoir partir. Quelles conséquences ça a, ça ? En fait c'est assez simple. C'est qu'en fait ça augmente la tension sur le marché locatif. Vous vous retrouvez, vous par exemple si vous êtes étudiant, jeune, précaire, etc., en concurrence avec des gens qui normalement se tourneraient vers l'achat, mais qui n'en ont plus encore les moyens, mais qui par contre
ont un meilleur dossier pour le locatif que vous, et vous vous retrouvez avec essentiellement les jeunes et les précaires et les étudiants à avoir des difficultés pour louer aujourd'hui. C'est la conséquence directe en bout de chaîne, tout simplement. Donc, on a aussi un autre impact, mais en gros, les logements neufs ne trouvent plus preneur non plus, puisque du coup, on construit chaque année des logements neufs. Alors, vous savez comment ça marche en France, il y a des appels à projets, soit sur des marchés publics, soit directement par des privés. Il y a des réserves qui sont faites, c'est bâti sur plan, etc. machin. Et si jamais vous obtenez, en tant que promoteur immobilier, un taux de réservation de 35 à 60% selon les promoteurs, là, vous commencez à construire. Parce que vous construisez pas pour rien. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec tout un tas de biens sur les bras que vous ne pouvez potentiellement pas vendre, mais vous avez déjà dépensé toute la main-d'œuvre, tout le machin, tout a été construit, et donc vous vous retrouvez les bradés. En fait, en gros, c'est pas intéressant économiquement. C'est ce que les promoteurs vont vous dire, et c'est globalement à peu près la situation dans le monde dans lequel on vit, puisqu'on vit dans un monde très capitalistique. Et donc, là, quand on se retrouve avec des gens qui ne peuvent plus payer, qui annulent, et des taux de réservation, des taux de demande qui ont baissé de 30 à 50% dans les régions, globalement, on ne construit plus de neuf. Là, on a un ralentissement du marché de la construction des logements neufs, assez drastique, ce qui fait que du coup, on va accentuer la pénurie, et en plus, on voit le nombre d'artisans pénalisés par les chantiers annulés et par la baisse de l'activité économique, pénalisés directement, et là, on parle de à peu près 150 000 emplois sur la sellette d'ici 2025, et voire jusqu'à 300 000 emplois si on compte les indirects, si le secteur du neuf s'effondre. Donc on se retrouve dans une situation très compliquée. Donc on a Ingrid Napi, qui est économiste, professeure à l'école des ponts et directrice de recherche de l'Institut Louis Bachelet, qui nous dit « Aujourd'hui, dans une économie circulaire qu'on tend à développer, la véritable question serait de regarder plus précisément le parc du logement que le parc des constructions neuves. Il faut d'abord recycler et rénover l'existant, il faut recycler le foncier actuel. » Et là, on a vraiment un gros problème en France de rénovation énergétique, de rénovation des bâtiments, parce que tout simplement, donc là sur le locatif, très spécifiquement, en France on a un modèle incitatif, mais on n'a pas un modèle coercitif sur la rénovation thermique des bâtiments par les petits propriétaires. Donc du coup, faut-il acheter quand même maintenant? Faut-il attendre que les prix baissent si jamais vous vouliez acheter et sortir du locatif? Eh bien le problème, c'est que les loyers augmentent. Vous savez, il y a un indice d'augmentation des loyers. Cet indice, il est indirectement indexé sur l'inflation, contrairement au salaire. Donc le pouvoir d'achat baisse. On a aussi des prix immobiliers qui stagnent. Ils ne baissent pas tellement, ils stagnent. Alors que le coût du prêt, lui, continue d'augmenter. Donc plus vous attendez, et plus vous allez avoir de difficultés à acquérir un bien, en fait. Ou alors vous allez devoir acquérir plus petit. Et donc la solution, selon les économistes qui vivent dans un monde où tout le monde a les moyens, la solution, c'est d'acheter vite et moins bien. Voilà, attendre 5 ou 6 ans et revendre pour pouvoir avoir mieux. Comme ça te fait un apport. Mais ça, faut quand même pas oublier que la taxe foncière aussi, elle a explosé, parce que du coup, depuis la suppression de la taxe d'habitation par Emmanuel Macron, les collectivités locales et les communes se sont reportées sur la taxe foncière, qui est le seul impôt globalement qu'elles peuvent obtenir pour essayer de combler le trou dans les finances. Donc, c'est la merde. C'est la merde. On a les choses que je n'ai pas abordées, mais que j'aurais pu aborder dans tout ce dossier que j'ai préparé tout à l'heure. Globalement, on a aussi un problème de résidence secondaire. On a trop de résidences secondaires et des communes où le taux de résidence secondaire il explose. Ça tue les villages, les résidences secondaires. Quand vous avez un village où vous avez que des résidences secondaires, vous avez une économie locale qui meurt en fait. Parce que ça fait pas vivre l'école, ça fait pas consommer dans la supérette du coin, ça vous fait pas aller à la boulangerie. Une deuxième chose, moi, que j'aimerais quand même aborder, sur tout ce qui est le secteur du BTP, il y a quand même quelque chose que j'ai très peu vu aborder dans les articles, mais moi je vais vous parler là d'un cas un peu plus personnel, qui est partagé par d'autres gens que je connais, qui sont dans les mêmes galères que moi de rénovation. Pendant le Covid, avec, vous savez, c'est le Covid, c'est galère, il y a des pénuries après. C'est la guerre en Ukraine, c'est galère, il y a des pénuries après. C'est l'inflation, c'est galère, tout coûte cher. Les artisans, franchement, pour beaucoup, ils se sont fait plaisir de ouf sur les devis. Franchement. Ils se sont fait plaisir de ouf, c'était des braquages. Il y a vraiment eu beaucoup de braquages. J'en ai parlé 15 fois ici, mais on a quand même un plaquiste qui est venu nous voir, qui nous a fait un devis pour 45 000 € pour juste le rez-de-chaussée de chez nous. J'étais en mode, mais tu m'as pris pour un Parisien ou quoi, là, le gars? Hein? Il a pour 10 000 max, là. Qu'est-ce que tu me fais un devis à 45 000? Je dis, oui, mais le placo, quand même, ça coûte cher. Nique ta mère. Non, nique ta mère. Pour 110 mètres carrés, nique ta mère. Non. Beaucoup, entre-temps, se sont retrouvés avec des gens qui n'avaient plus les moyens.
de rénover. C'était vraiment la folie là pendant le Covid, jusqu'en début 2023. Et là ça a ralenti de manière assez incroyable, avec un peu cet effet de « Allez, je vais essayer de carotte de 20-30% sur mon devis ». Sauf qu'en fait, si tu carottes de 20-30% quelqu'un sur ton devis par rapport à son budget initial, en fait, et que tous les autres le font, à la fin, lui, il doit faire sauter des postes de dépenses. Il peut pas. Ou alors, il est obligé de revendre la maison parce qu'il peut plus la rénover. Donc, on s'est retrouvé avec beaucoup d'artisans, pour en parler avec pas mal d'artisans, avec des gens qui se retrouvent face à des impayés, de tarés. C'est-à-dire que les artisans, ils commandent tout le matos, ils demandent les 30% d'acompte, ils se retrouvent avec tout le matos, ils ont tout acheté, et ils se retrouvent avec des gens canuls, qui ne récupèrent pas leurs 30%, qui ne peuvent pas les récupérer ou avec de grandes difficultés, ils se retrouvent avec les 30%, mais les 30%, ils les ont déjà dépensés dans le matos. Et ils se retrouvent du coup sans chantier, avec 4 palettes de placo qu'attendent devant chez eux, tu vois, 2 palettes de chaux, 3 palettes de ciment, et voilà, échec, tu vois, complètement. Globalement, j'ai envie de leur dire, il y a aussi un problème, il y a aussi le problème de la spéculation, quelque part. La spéculation sur le prix du chantier, le prix de la main-d'œuvre, le prix du machin, le prix du truc, pour t'envoyer 2 apprentis qui sont payés au lance-pierre. Donc le problème, c'est qu'en fait, à la fois les primo-accédants qui ne peuvent plus accéder et qui ne peuvent plus avoir de capital dans un pays où le capital est super important, et les locataires qui ont besoin de se louer, de louer pour étudier, pour travailler dans une nouvelle ville, etc., et qui n'ont plus de logement disponible. Ces 2 personnes, en fait, ils sont dans le même combat, hein, c'est le même team, hein. Ils se retrouvent dans la même galère, et ils se retrouvent giga dans la merde. C'est malheureusement, c'est pas une règle c'est pas un problème qui va se régler tout de suite, mais c'est quand même un problème assez important à l'échelle de la société actuellement. C'est pas un problème du tout qu'il faut prendre à la légère, et le problème des propriétaires, du coup, devient le problème des locataires par chaîne de réaction, quoi, parce que tout est lié de toute façon dans ce milieu-là, dans le milieu immobilier, tout est lié. La part de propriétaire et la part de locataire, c'est 2 vases communicants, quoi.